Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de TTU. Aujourd'hui, on a retrouvé une figure du rugby français et international, le géant de l'Atlas qui est devenu le roi des coqs français, un joueur dont le talent est aussi grand que sa taille. Bonjour Abdelatif Benati, comment allez-vous? Bonjour, vous allez très bien, très bien. Après cette période un peu compliquée pour tout le monde, donc on essaie de revivre comme il faut. Bien sûr. Donc on va revenir ensemble sur les grands moments de votre carrière sportive. Donc il y a tout d'abord 1988, vous venez du Maroc et vous rejoignez le club de Cahors. Je crois que vous parlez à peine français quand vous arrivez. L'intégration se fait quand même facilement. Facilement, oui, à Cahors, ça a été une année exceptionnelle parce que j'ai retrouvé une famille, une deuxième famille, une équipe très compétitive avec une ambiance, une ville très charmante. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, moi qui m'attendais pas du tout je dirais, à immigrer puisque le club de Cahors m'ont repéré avec l'équipe nationale à l'époque du Maroc. Ils sont venus voir mes parents et moi j'ai passé mon bac et puis ils voulaient absolument que je vienne chez eux. Donc il y avait beaucoup d'appréhension. Donc voilà. Donc, le fait d'avoir trouvé cette ambiance-là et cet accueil-là et une équipe très homogène, il y avait aussi beaucoup de nouveaux joueurs qui venaient un petit peu de tous les horizons. Donc l'intégration, ça s'est super bien passé. Et donc vous vous faites rapidement remarquer par des plus grands clubs. Pourquoi le choix d'Agen? Pourquoi le soir d'Agen? Parce que d'abord, j'avais un contact avec une quinzaine de clubs de première division. Et le meilleur du club de ce moment-là, c'était Agen, venait d'être champion de France. Et moi, j'avais une idole quand j'étais jeune, il s'appelle Philippe Sella, même si on n'a que 6 ans de différence, mais il faut dire que lors d'un match France-Maroc, pour le jeu méditerranéen, il m'a donné ses chaussettes, j'avais 13 ans. Je m'étais inscrit au rugby, et le fait d'avoir appris quand j'étais à Cahors qu'il était sur Agen, donc j'ai tout fait j'ai tout repoussé comme proposition pour rejoindre ce club, sauf que j'ignorais une chose, que c'était un club champion de France avec 11 internationaux. Eh oui. Donc le challenge était très très dur et d'ailleurs c'est là où ça a été un peu compliqué les 6 premiers mois. Oui, l'accueil n'est pas forcément très chaleureux. Bon, c'est un grand club, vous savez, on n'attendait pas Abdelaziz Benazi, il y avait 12 recrues, mais au bout de 3 mois, il y en avait 10 qui avaient déjà rendu les armes et sont partis. Moi je m'accrochais parce qu'il fallait déloger quelqu'un de sa place. Quel souvenir vous gardez de votre première sélection dans le 15 de France, donc en 1990? Bah, ma première sélection, c'est bien sûr cette petite faute, je dirais, de débutant. C'est mes 13 minutes seulement sur le terrain parce que j'ai pris un carton rouge sur les 80 sélections que j'ai. C'est le premier et le dernier. Donc ça a été un petit peu un choc pour moi. J'avais peur que d'abord j'ai pénalisé l'équipe puisqu'on a perdu contre l'Australie. Et j'avais peur de ne pas remettre ce maillot-là. D'ailleurs, ce premier maillot, je l'ai donné, j'avais peur de le déshonorer, je l'ai donné à le premier supporter australien qui se présentait devant le vestiaire, tellement que j'avais honte de moi. Et en fin de compte, comme j'ai eu la chance de refaire le deuxième test, donc j'ai commencé à l'honorer et puis à l'aimer ce maillot jusqu'à la fin de ma carrière. Donc en 1994, il y a la tournée en Nouvelle-Zélande avec l'équipe de France. Vous participez à l'essai du bout du monde face aux All Blacks. Ça vous permet aussi d'être repéré au niveau international? Oui, mais j'étais déjà international. C'est vrai que c'était ce match-là, parce qu'il y avait tellement de peu d'occasions l'équipe de France gagnait en Nouvelle-Zélande. Il y avait que pendant les 14 juillet de 79 avec Jean-Pierre Yves comme capitaine. Mais là, c'était un exploit assez exceptionnel puisqu'on l'a répété 2 fois. Et cette équipe-là, d'ailleurs, voilà, quand on rentrait dans l'histoire, puisque tous les ans on fait cet événement-là, et puis chez les All Blacks, il y a un tel respect pour cette équipe de 94 que quand on se voit, malheureusement sans John Alomo qui est plus là, Eh oui. il y a beaucoup d'émotions qui apparaissent. Et d'ailleurs, cette équipe d'équipe de France, moi, sur 11 années de carrière en équipe nationale, de 92 à 95, c'était une de mes plus belles périodes parce que c'était l'équipe qui arrivait à gagner l'hémisphère sud. Donc on battait les Australiens 2 fois chez eux, on a battu les Sud-Africains chez eux 2 fois, et on a battu les All Blacks 2 fois chez eux. Et malheureusement, il y a les Sud-Africains qui nous ont bloqués pendant la Coupe du Monde 95. Oui, j'allais vous en parler, oui. Le contexte, vous le connaissez. Ben oui, et les conditions météo qui étaient vraiment incroyables et le fait que votre essai est refusé pour quelques centimètres. Oui, mais bon, c'est pas, mon essai, il y a surtout les Sud-Africains qui n'étaient pas acceptés, qui n'étaient pas valides, mais il a été accepté. Donc voilà, mais
Mais croyez-moi, aujourd'hui, ça reste un énorme souvenir parce que Oui, même si, je dirais, la politique a pris le pas sur le sportif, puisqu'on a senti cet événement porté par Nelson Mandela à l'époque, président de la République sud-africaine, et il voulait absolument voir cette équipe sud-africaine championne du monde. Voilà, donc on sent quand même le poids de la politique là-dessus, bien donc on sûr. se pose toujours la question s'il n'y avait pas une influence pour les arbitres ou un comportement un peu non éthique. Mm. Mais en fin de compte, quand on voit un peu le changement et l'évolution de ce pays-là par le biais de la Coupe du Monde, on se dit que des fois que le sport c'est autre chose que de gagner ou de perdre. Donc vous devenez par la suite capitaine de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous avez essayé d'apporter à ce poste? Bah, apporter un peu plus de leadership et un peu d'ambition. C'est vrai que moi j'ai eu ce privilège de porter le brassard du 15 de France et en même temps gagner le Grand Chelem en 97 avec une équipe qui n'était pas du tout attendue. Mais bon, il faut dire qu'à 97 j'avais déjà 7 ans d'expérience en équipe de France et j'étais un des plus anciens et le fait d'avoir accumulé cette expérience, notamment ces victoires dont je vous ai parlé dans l'hémisphère sud, ça permettait un petit peu de montrer un peu l'exemple humblement. En 1997, Jacques Chirac vous a nommé au Haut Conseil à l'intégration sous la direction de Simone Veil. On imagine que c'est une expérience très riche. Ben oui, le rugby amène des fois sur des terrains dont on ne s'attend pas. Mm. Moi, j'ai toujours d'autant qu'il s'agit des fonctions un peu apolitiques. Oui. Quand une personnalité comme le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, vous demande de siéger dans cette commission présidée par Simone Veil, bien sûr, vous ne pouvez pas refuser. Et puis surtout, quand vous savez que le sens de cette commission qui vient en aide un petit peu dans tous les problèmes d'intégration et tout ça, c'est un énorme chantier. Je n'ai pas pu refuser ça, je l'ai accepté volontiers, j'ai donné le meilleur de moi-même et en disant que aussi le sport c'est un facteur d'intégration, il faudra investir. Le sport c'est pas que produire des champions, le sport c'est aussi un moyen de citoyenneté, de partage, de cohésion, de plein de choses. C'est ça on construit pas les champions, on construit des citoyens et le sport c'est un facteur accélérateur et il a ce pouvoir de changer des fois les choses. Donc en 2003, vous avez raccroché les crampons définitivement et votre après-rugby a été très riche. Vous avez fait des actions au Maroc pour l'insertion des enfants par la pratique du sport. Vous avez fait des études aussi de management sportif à l'ESSEC. Une biographie préfacée par Nelson Mandela. Est-ce que vous imaginiez tout ça en fait pour votre après-rugby? Non, mais je dirais que c'est vrai que quand vous êtes impliqué dans votre sport, vous êtes, je dirais, entre guillemets, un peu égoïste parce que vous pensez à votre entraînement, vous êtes dans votre monde. Mais quand ça s'arrête, à quoi sert tout ça si vous ne le mettez pas à disposition d'une génération qui a besoin qu'on lui tende la main? Voilà, donc à travers ces actions de l'association de Nour que j'ai créée, qui veut dire Lumière, on a participé à plein d'événements entre communautés françaises, communautés africaines, on a construit des écoles, on a mis le sport comme moyen d'insertion et autres. Donc c'est des choses on sent la fierté de ces enfants quand on les entoure et quand on leur donne des conseils, quand on les met dans les bons chemins pour qu'ils puissent se tester, de trouver leurs propres ressources et se construire en tant qu'homme. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui fait que maintenant, et aujourd'hui, on essaie de rendre un petit peu au rugby ce qu'on nous a donné. Mon expérience à travers le monde et en ayant côtoyé plein de choses et en ayant surtout fait la promotion de ce sport qui est unique. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je voulais tellement revenir un petit peu à ces bases, à ces fondamentaux pour dire que le rugby, c'est autre chose que le professionnalisme, c'est autre chose que des scandales financiers ou autres. C'est d'abord un état d'esprit. C'est le monde professionnel dans le rugby, ce n'est que 2%. Il y a presque 300 000 licenciés en France et ça concerne que 2% de professionnalisme. Et tout le reste, c'est la citoyenneté, c'est le partage, c'est les histoires d'un club, c'est la fierté d'appartenance à une région, c'est tout ça le rugby. C'est ça qui est extraordinaire. Dernière question, Abdelatif, sur quoi vous travaillez actuellement? Quels sont vos projets? Alors, je ne vous cache pas, au-delà de mes implications professionnelles, je suis tellement concentré avec mon équipe Oval Ensemble pour la présidence de la Fédération française de rugby. On a désigné, je suis dans une liste avec Florian Grill comme tête de liste, Serge Blanco, Jean-Claude Scrella, Jean-Marc Lermet qui est auvergnat, Oui. Éric Champ, un maillage d'internationaux et de monde amateur pour dénoncer, je dirais, tout simplement un rugby depuis 4 ans qui perd en licenciés 54 000 licenciés en moins, qui l'équipe de France vient de
moins en moins. Un scandale financier à la fédération où vous avez 12 millions d'euros d'augmentation salariale pour des raisons qui ne sont pas valables. Il faut absolument porter ce projet pour qu'on puisse dénoncer le management d'aujourd'hui qui est un petit peu, je dirais, je ne galvaude pas les noms, mais il est assez scandaleux parce que c'est un peu dramatique ce qui se passe. Eh bien, en tout cas, un grand merci Abdelatif Benazi d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite un très bel été.